Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, Nvidia a annoncé sa gamme RTX 4000. On va pouvoir décortiquer ça, allons-y, c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont passés sur le stream pendant la conférence, on était quand même plutôt nombreux et ça c'était plutôt cool. Et en plus de ça, après on a eu pas mal de raids, donc merci aux communautés de SurPC, Jigfio et aussi de 10Giga qui sont passés par la suite, c'était plutôt sympa de leur part, donc merci à tous. Et donc ma vidéo sur les annonces d'Nvidia, ça arrive un petit peu tard, mais c'est principalement parce que j'ai pu assister hier à l'event press d'Nvidia pour cette génération de GPU, et du coup, j'attendais surtout de voir si on pouvait avoir des infos en plus, des précisions par rapport à la courte présentation de la GDC, parce qu'en vrai, le segment RTX 4000 pendant la conférence, il était un petit peu court et on manquait de pas mal d'informations. Et pour raconter un petit peu comment ça se passe, parce que je sais que vous êtes curieux, en gros, il y a plusieurs sessions différentes pour la presse avec différents sujets majeurs, où en gros on a les ingénieurs et aussi les développeurs de chez Nvidia qui viennent faire une présentation par exemple de l'architecture ou des nouveautés software. Ils nous expliquent un petit peu tout ça et après il y a aussi des sessions de questions-réponses. Il y avait même une session de questions-réponses avec Jensen hier. Et donc bien évidemment tout ça, ça permet d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce qu'Nvidia est en train d'essayer de faire. Ça donne aussi quelques précisions sur certains autres sujets qui manquaient pendant la présentation officielle. Donc du coup, c'était plutôt intéressant. Alors bien évidemment, il y a un côté marketing dans cette histoire, on en est bien conscient, mais on va quand même tenter d'expliquer les choses, d'essayer de comprendre pourquoi cette génération 4000 risque d'être assez spéciale, et clairement, il y a du négatif, surtout au niveau tarifaire, mais ça on y reviendra plus tard. Mais il y a aussi tout un tas de choses intéressantes qui méritent réflexion et qui méritent qu'on s'y attarde, aussi sur l'avenir du GPU sur PC, et sur la voie qu'Nvidia a choisi de prendre ici, puisque on sent quand même que certaines choses sont en train d'évoluer. Mais bon, revenons à nos nouveaux GPU et on va d'abord regarder les différentes nouveautés que va apporter cette nouvelle génération. On verra ensuite un petit peu plus en détail les différentes cartes et ce qu'on peut attendre. Et bien évidemment, la grosse question du tarif, qui est certainement ce qui fait le plus parler depuis la présentation. Donc comme à chaque nouvelle génération de GPU, on nous annonce de gros gains de performance avec ici facilement plus de 50% de performance en plus en rasterisation, même par rapport à la 3090 Ti qui est sortie il y a pas si longtemps. Augmentation en rasterisation certes, mais aussi plus particulièrement en ray tracing où les gains devraient être encore bien plus importants, et très clairement sur cette génération encore plus que sur les deux dernières, ce qui est mis le plus en avant c'est très clairement le ray tracing, et l'architecture est clairement pensée dans ce sens. Le gros focus d'Nvidia, ce ne sont plus vraiment les performances en rasterisation brute, mais c'est bien et bien le ray tracing en premier et la rasterisation en second. Et c'est quelque chose que je dis aussi depuis assez longtemps, mais souvent ces nouvelles grosses technologies, généralement quand elles débarquent sur le marché, c'est très rarement la première, voire même la seconde génération qui permettent de démocratiser la chose, c'est plus souvent à partir de la troisième génération que l'on commence vraiment à pouvoir l'exploiter de façon significative. Et est-ce que c'est cette troisième génération de GPU avec ray tracing qui va permettre de vraiment passer un cap là-dessus? Ça reste encore à voir, mais c'est très clairement ce qu'Nvidia est en train d'essayer de faire. Et pour apporter un gros gain de performance, particulièrement sur le ray tracing, il y a plusieurs leviers possibles. Il y a le levier hardware, et ici on aura bien des nouvelles générations de RT Core, de Tensor Core, et aussi d'amélioration au niveau du traitement des shaders, avec un gain de performance à la clé sur la rasterisation aussi d'ailleurs. Mais encore une fois, le gros de ce qui a été proposé et de ce qui a été amélioré, c'est surtout vers le ray tracing que ça se passe. Donc on va passer en revue assez rapidement les nouvelles fonctionnalités hardware. Donc il y a par exemple le SER, le Shader Execution Reordering, où en gros les unités de calcul sont maintenant capables de réorganiser les données de façon dynamique afin de gagner du temps et des performances, là où avant c'était traité de façon linéaire, ce qui n'est pas toujours vraiment optimal. Et cette nouvelle fonctionnalité, ça permet de gagner pas mal de performances en rasterisation,
mais aussi particulièrement en ray tracing. Alors ensuite on nous a aussi parlé de deux autres améliorations, je vais les regrouper pour aller très vite, mais en gros hein, on a eu le Displaced Micromesh et l'Opacity Micromask, et pour simplifier ça au maximum, hein, ce sont surtout des optimisations et fonctionnalités en plus, principalement orientées ray tracing encore une fois, et ce sont aussi des améliorations hardware, hein, des nouveaux RT Core qui permettent de soulager encore une fois hein, le traitement du ray tracing avec à la clé plus de détails possibles pour un coût pour le GPU bien moindre qu'auparavant. Donc oui, au niveau architecturel, sur cette génération, hein, le gros des optimisations ça concerne surtout le ray tracing. Et c'est plutôt logique au final hein, quand on voit que c'est quelque chose qu'NVIDIA met en avant depuis maintenant plusieurs années. Les performances en rasterisation des GPU actuels et de ces nouveaux GPU sont de toute façon excellentes, elles sont très bonnes dans l'ensemble, hein, et ici elles seront encore un bon cran au-dessus par rapport à la génération précédente. Mais pour imposer le ray tracing sur la longueur, eh bien, il faut obligatoirement le rendre plus accessible et moins coûteux en performance, et que l'on ne se dise plus au bout d'un moment « Bon, le ray tracing c'est cool, hein, mais j'ai pas envie de diviser mes FPS par 2 ou 3 comme c'était souvent le cas jusqu'ici ». Et je pense qu'au niveau des futures architectures hein, qui succéderont au RTX 4000, ben, ce sera aussi plus ou moins la même chose. Hein. Petit à petit, hein, les performances en rasterisation seront de moins en moins importantes, là où les gains au niveau du traitement du ray tracing seront de plus en plus importants. Alors je sais, hein, pour pas mal de monde, moi y compris, hein, pour le moment le ray tracing, alors il y a certains jeux où c'est plutôt sympathique, mais la plupart du temps c'est quand même relativement gadget, et on arrive à s'en passer assez facilement, et la chose qu'on aperçoit le plus quand on active le ray tracing sur la plupart des GPU actuels, c'est plutôt qu'on perd en performance pour un gain visuel qui n'en vaut pas forcément la peine la plupart du temps. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on finit par se demander est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant de bruit au sujet du ray tracing quand on voit qu'au final, hein, pour le moment, bon, on a des petits reflets sympas de temps en temps, parfois les éclairages c'est sympa, mais bon, c'est aussi justement parce que jusqu'ici, l'implémentation du ray tracing, la plupart du temps, c'est plutôt une implémentation hybride du ray tracing, donc on rajoute des effets par-ci par-là, l'effet est plus ou moins sympa, mais dans l'ensemble, c'est justement ça le problème, c'est que ce sont juste des effets par-ci par-là. Mais le but final du rendu ray tracing, c'est pas d'en rester là, c'est d'arriver à terme à ce qu'on appelle le full path tracing, et c'est là que la différence est vraiment la plus flagrante. Et on a quelques exemples, et même si c'est principalement des démos techniques entre guillemets, si on prend par exemple le cas de Minecraft RTX ou de Quake 2 RTX, ou ce qu'NVIDIA nous a aussi montré pendant la présentation il y a 2 jours, la démo technique d'NVIDIA Racer RTX, bon c'est vrai que le rendu est vraiment plutôt impressionnant, et si c'est vraiment réalisable, si c'est vraiment utilisable, et si on commence vraiment à voir des jeux qui ressemblent à ce que l'on a vu là, oui, là on voit vraiment que le ray tracing apporte vraiment quelque chose de plus. Et les gros moteurs de jeu tels que l'Unreal Engine 5, c'est pareil. Alors il y a des techniques de simulation de ray tracing entre guillemets comme Lumen, mais ça donne aussi un aperçu de ce que permet le ray tracing, comme par exemple avec la démo matrice que l'on avait eue l'année dernière, où c'était quand même hyper impressionnant. Bref, les RTX 4000, c'est très clairement un pas dans cette direction. Est-ce que ce sera pour autant une avancée majeure? Ça dépendra aussi surtout des jeux et des moteurs de jeu. Donc du coup c'est difficile à dire si ça aura un gros impact, et si c'est sur la génération 4000 qu'on va commencer à vraiment voir des choses hyper impressionnantes. On a vu aussi que du côté des consoles, l'avancée était quand même longue et pénible, principalement à cause des différentes pénuries, et aussi à cause du Covid où les différents studios ont eu beaucoup de retard pour les vrais jeux next-gen, ce qui fait qu'on se retrouve avec une sorte de cross-gen permanente qui est assez pénible au final. Donc bon, on verra comment ça évolue, principalement du côté du PC, et une des grosses nouveautés, une des grosses features de ces RTX 4000, eh bien c'est justement pour aider à avoir un gain en performance conséquent pour ces jeux qui deviendront de plus en plus exigeants, peut-être, du côté du ray tracing. Et la feature en question, vous en aurez peut-être déjà entendu parler depuis, c'est évidemment le DLSS 3, et sur le papier et en théorie, c'est plutôt impressionnant. Après, on verra ce que ça donne une fois qu'on l'aura vu en pratique aussi, puisqu'il reste aussi pas mal de questions. Donc, le DLSS 3, c'est une nouvelle mouture du DLSS, ce qui veut dire aussi que l'on repart quasiment de 0 pour son support dans les jeux, puisqu'il faut faire une implémentation spécifique pour le DLSS 3, c'est pas juste une simple évolution du DLSS 2 comme c'était le cas jusqu'ici.
Nvidia nous annonce déjà une trentaine de titres qui vont le supporter ainsi que plusieurs moteurs de jeu, et même si j'ai pas grand doute que celui-ci soit présent dans la plupart des jeux à venir, je suis pas certain qu'il soit rajouté dans les titres plus anciens. Mais bon, en réalité, ils en ont peut-être pas non plus vraiment besoin, en dehors de certains gros titres assez lourds, comme Cyberpunk 2077, Spider-Man ou même Flight Simulator, qui sont déjà annoncés de toute façon dans la liste de jeux possédant le DLSS 3.0, ils seront patchés très prochainement. Sinon, pour tenter de simplifier ça au maximum, le DLSS 3, eh bien, il est composé de 3 éléments distincts. Le DLSS Super Résolution, qui est tout simplement le DLSS que l'on connaît actuellement et qui permet de faire de l'upscaling. Et à ce DLSS habituel, on va rajouter l'AI Frame Generation, que l'on va détailler ensuite. Et la troisième composante, eh bien, c'est le Nvidia Reflex, qui existe déjà lui aussi. Pour rappel, le Reflex, c'est une technologie d'Nvidia qui permet de baisser la latence dans les jeux, et jusqu'ici c'était surtout utilisé sur les jeux compétitifs pour justement apporter un léger avantage, mais celui-ci est un prérequis pour ce DLSS 3, et on va expliquer pourquoi aussi. Donc l'idée du DLSS 3 en fonctionnement, eh bien en gros, c'est que quand une frame est rendue, celle-ci va être upscalée comme c'était le cas avec notre DLSS 2. Ensuite, entre cette image et la frame qui va suivre, eh bien le DLSS 3 va créer une frame de toute pièce en plus, avant de passer à la frame suivante qui sera suivie par une frame créée, et ainsi de suite. Ça va continuer comme ça tout le temps. C'est ce qu'on appelle traditionnellement de l'interpolation, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut retrouver sur certaines télés qui permettent de faire ce genre de choses, mais ici ça va plus loin. Selon Nvidia, avoir accès à l'optical flow et au motion vector, eh bien ça permet d'être beaucoup plus précis, et avec leur modèle généré par intelligence artificielle, l'image serait assez stable pour que ce soit plutôt transparent et sans avoir d'artefacts, le moins d'artefacts possible. Reste à voir si ce sera vraiment le cas ou pas en pratique, et on attend vraiment de voir ce que ça va donner au niveau du rendu en direct. Mais bon, dans l'idée, le DLSS 3, eh bien c'est ça. En gros, le GPU est maintenant capable de se passer du système pour rajouter des frames en plus qui vont du coup décupler les performances en jeu. Et un autre intérêt du DLSS 3 du coup en procédant de la sorte, eh bien c'est qu'il peut améliorer la situation quand on est en bottleneck processeur, c'est-à-dire que quand c'est le processeur qui coince la génération de nouvelles frames, le GPU n'a plus toujours besoin d'attendre après le processeur pour rajouter des frames en plus, ce qui fait que dans certains titres on arrive à des performances qui ne seraient pas atteignables avec les processeurs actuels. L'exemple type qui a été utilisé, c'était Flight Simulator, qui est plutôt lourd du côté processeur, Cyberpunk également dans une moindre mesure. Alors bien évidemment il faut que le jeu en question soit limité par le processeur d'une façon ou d'une autre, ce qui est au final plutôt rarement le cas, mais si on prend l'exemple assez récent de Spider-Man sur PC, eh bien on voit que par exemple le rendu en ray tracing sur ce jeu-là est quand même assez gourmand du côté processeur, et on a aussi de forts soupçons que l'Unreal Engine 5 soit aussi plus lourd du côté du processeur par rapport à l'Unreal Engine 4 par exemple, particulièrement quand il va falloir rajouter les calculs ray tracing, qu'ils soient simulés par l'humain ou pas. Mais encore une fois, est-ce que c'est une tendance qui va continuer à évoluer dans ce sens-là, par exemple comme pour Spider-Man, ou est-ce que l'Unreal Engine 5 sera vraiment gourmand à ce niveau-là? Bon ça reste encore à voir, puisqu'on attend toujours les plus gros jeux avec ce nouveau moteur. Par contre, un des problèmes que crée ce DLSS 3, cette nouvelle façon de rajouter des frames en plus, eh bien en fait c'est que ça crée de la latence en plus par rapport à un rendu plus classique. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est là qu'intervient la troisième composante de ce DLSS 3, eh bien c'est le Nvidia Reflex, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le Nvidia Reflex, eh bien ça permet de baisser la latence dans les jeux. Du coup, il est obligatoire quand on implémente le DLSS 3 dans un jeu d'avoir aussi le Nvidia Reflex qui du coup permet d'atténuer la latence supplémentaire. On la redescend d'un cran avec le Reflex. Et de ce qu'on nous a expliqué également, si on veut par exemple passer un jeu du DLSS 2 au DLSS 3, eh bien dans les jeux en gros il n'y a juste qu'à rajouter le Nvidia Reflex et on peut passer ensuite assez rapidement vers le DLSS 3. Donc l'implémentation en théorie semble relativement simple quand on a déjà le DLSS dans un jeu. Après bien évidemment reste à voir la qualité visuelle du rendu avec ce DLSS 3.
On avait vu par exemple que le DLSS dans sa première version, c'était un petit peu compliqué, le DLSS 2 ça avait quand même grandement amélioré les choses, et le DLSS 2 a quand même continué d'évoluer au fil du temps. Après on pourrait se dire que ce DLSS 3 c'est pareil, on aura une première version ici, il y aura peut-être quelques problèmes, mais il sera très certainement appelé à évoluer au fil du temps également. Mais c'est vrai que jusqu'ici, les vidéos qu'on nous a montrées du DLSS 3, c'est principalement quasiment toujours le même scénario, à savoir un véhicule qui avance tout droit, et pas grand chose qui se passe à l'écran, et pas de mouvement très brusque ou très vif, en dehors de peut-être quelques exemples qu'on a vus sur Spider-Man où il y avait un petit peu plus d'action, mais bon, ça permet pas encore de vraiment se faire une idée ou de juger de la qualité visuelle du DLSS 3. Après apparemment il y a Digital Foundry qui risque de faire une vidéo assez rapidement sur le sujet puisqu'ils ont déjà accès aux cartes et aussi au DLSS 3 et apparemment ils seraient déjà en train de tester la chose. Après de ce que l'on voit le DLSS 3, si ça fonctionne bien, c'est vrai qu'au niveau du gain en performance, c'est quand même assez monstrueux. Après, l'autre souci du DLSS 3, c'est que oui, comme ça rajoute de la latence, l'intérêt pour les jeux compétitifs semble au final relativement limité, puisque si on rajoute de la latence, on perd aussi quelque part le gain qu'apportait par exemple le Nvidia Reflex. Donc là encore une fois, c'est à voir en pratique, mais je pense que pour ce type de jeu, la plupart des puristes préféreront jouer en natif sans aucun traitement de l'image, ou pour dire de ne pas avoir de latence du tout. Mais bon, très clairement, l'intérêt du DLSS 3 ici, c'est surtout pour les jeux très très lourds graphiquement, et surtout, bien évidemment, encore une fois, pour le ray tracing. Bref, le DLSS 3, c'est plutôt intéressant, l'approche est quand même assez différente de ce que l'on avait eu jusqu'ici, et on voit qu'NVIDIA cherche toujours à pousser la chose, et aussi à innover, et à garder son avance sur les concurrents sur ce type de techno, puisqu'on a vu que dernièrement, le FSR 2.0 et le 2.1, certes, ça se rapproche de plus en plus du DLSS actuel, et le XeSS, c'est pareil. Les deux technologies des concurrents, au final, sont certes encore un petit cran derrière le DLSS, mais dans les grandes lignes, leur grand intérêt, c'est que ça fonctionne sur tout type de matériel, ce qui n'était pas le cas du DLSS. Et c'est justement là un des gros points noirs de ce nouveau DLSS, c'est que ça ne fonctionnera pas sur les RTX 2000 et sur les RTX 3000. Et ça, très clairement, ça en fera râler plus d'un, et c'est clair que si vous avez payé une grosse carte RTX 3000 dernièrement, de voir ce genre d'annonce faite comme quoi les toutes dernières technologies ne seront pas disponibles sur votre carte que vous avez payée au prix fort, ça fait pas vraiment plaisir. Alors l'explication fournie par Nvidia pourquoi le DLSS 3 n'est pas compatible avec les RTX 3000 et 2000, c'est tout simplement que les Tensor Core des anciennes générations ne seraient pas assez rapides pour cette nouvelle technique, et l'algorithme de l'optical flow, qui est aussi présent sur les anciens modèles de RTX, ne serait pas aussi performant que sur Lovelace. Alors ça, c'est le discours officiel. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce nouveau DLSS est vraiment inutilisable sur les cartes d'ancienne génération? Ça, c'est difficile à dire, puisque le DLSS, ça on le sait, c'est une boîte noire, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et personne peut aller mettre son nez dedans pour nous dire si vraiment il n'y a pas moyen du tout de le faire fonctionner sur les anciennes cartes. Donc on est obligé d'utiliser le discours officiel. Par contre, même si le DLSS 3 débarque et sera implémenté dans de plus en plus de jeux, bien évidemment, vous aurez toujours accès au DLSS classique avec les cartes de génération actuelle. Donc le DLSS 2.0, comme on l'appelait jusqu'ici, sera aussi présent dans les jeux avec le DLSS 3, et ça s'appellera très probablement un DLSS super résolution, ce qui fait que du coup vous allez vous retrouver avec plusieurs toggles, là où avant on avait uniquement le DLSS, donc maintenant vous aurez le DLSS super résolution à activer ou pas, le Nvidia Reflex qui est activable ou pas, et du coup si vous avez une RTX 4000 et vous aurez l'option Frame Generation. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau des grosses features, principalement orientées gaming, et maintenant on va aussi faire un petit côté du côté de l'encodeur, puisqu'il y a aussi des nouveautés à ce niveau-là. Donc on a deux grosses nouveautés sur la partie encodage des RTX 4000, à savoir on a l'arrivée de l'encodage de l'AV1. L'AV1 jusqu'ici sur les RTX 3000 par exemple on avait eu simplement le décodage, mais on ne pouvait pas encoder de façon matérielle l'AV1 sur les GPU actuels. Les seuls qui avaient proposé ça, c'est Intel,
Mais bon, les GPU Intel, on les attend toujours. Alors très rapidement, l'Heavy-One, c'est la prochaine grosse évolution au niveau des vidéos sur Internet, puisque pour faire très simple, à débit similaire, l'Heavy-One permet d'avoir une qualité bien supérieure au H264 qui a été utilisé jusqu'ici, par exemple sur Twitch. Donc, avec la même connexion qu'avant, quand on va passer par l'Heavy-One au lieu du H264, eh bien la qualité d'image sera largement meilleure. Donc ça a l'avantage de faire soit des plus petits fichiers avec une qualité similaire à ce qu'on avait avant, ou soit une qualité bien supérieure avec des fichiers encore une fois similaires à ce qu'on avait avant. Mais bon, l'arrivée de l'encodage Heavy-One avec les RTX 4000, c'est une très bonne chose, et encore une fois, c'était une des plus grosses features des GPU d'Intel. Et une autre nouveauté avec l'encodeur sur les RTX 4000, eh bien c'est qu'on a 2 encodeurs en simultané maintenant sur les RTX 4000, ce qui permet d'augmenter la rapidité des rendus par 2, et aussi par exemple quand on travaille, ça permet de faire des choses en même temps plus rapidement qu'avant. Et encore une fois, ça ressemble aussi à ce qu'allait proposer Intel au niveau de sa partie encodage avec ses GPU, qui allait se coupler avec l'encodeur de la partie graphique des processeurs Intel. Bon comme Nvidia n'a pas de processeur à coupler avec ses GPU, ils ont juste mis 2 encodeurs sur un GPU pour arriver au même résultat. Au niveau des sorties vidéo, on est sur du HDMI 2.1a, alors on aura très certainement un port uniquement HDMI, comme c'était le cas sur la gamme 3000 la plupart du temps. Et au niveau du DisplayPort, eh bien on reste sur le 1.4a, donc pas de DisplayPort 2.0. Nvidia a indiqué qu'il n'avait pas eu le temps, enfin c'était pas prêt à temps pour la génération 4000. Du coup, ce sera pas pour ce coup-ci. Au niveau de l'interface PCI Express, eh bien c'est toujours du PCI Express 4.0 ici, donc pas de PCI Express 5.0 sur les RTX 4000. Encore une fois, ça n'aurait pas non plus grand intérêt, puisqu'on ne sature pas encore le PCI Express 4.0, même avec cette nouvelle génération de GPU. Au niveau du design des cartes, alors Nvidia nous a surtout présenté ses modèles Founders Edition, mais en parallèle de ça, on a aussi eu beaucoup de partenaires d'Nvidia qui ont présenté leurs modèles custom. Évidemment, tout ça, ça devrait arriver en même temps. Donc on aura de la Founders Edition pour la 4090 et pour la 4080 16 Go. Par contre, il n'y a pas de modèle Founders Edition pour la 4080 12 Go, il n'y aura que des modèles custom par les partenaires. Et pour les Founders Edition, eh bien, le design est très similaire à celui qu'on avait eu avec les RTX 3000, mais il a été retravaillé en interne pour être plus efficace. On a aussi un meilleur étage d'alim qu'auparavant, ce qui permet aussi d'avoir moins de pics de consommation. Et en externe, il change légèrement, surtout au niveau du ventilateur, qui serait plus performant que sur les anciens modèles, et donc on aurait un meilleur airflow. Un meilleur airflow et aussi de meilleures températures au niveau de la RAM, puisque bon, je vous le rappelle, la GTDR6X, c'est vraiment de la RAM qui chauffe énormément, et la 3090 de base avait le problème de la RAM que l'on appelle en clamshell, en sandwich, il y avait de la RAM des deux côtés du PCB, ce qui fait que c'était assez compliqué à refroidir, principalement ce qui se passe à l'arrière. Et donc ici sur la 4090 comme sur la 3090 Ti, eh bien on a de la RAM que d'un seul côté, ce qui fait que ça améliore grandement les températures de la RAM dans l'ensemble. La 4080 16 Go en Founders Edition aura le même système de refroidissement que la 4090, et comme elle consomme moins de courant, on peut s'attendre à ce que ça fasse largement le taf au niveau du refroidissement, et ça devrait être dans l'ensemble plutôt discret, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque bon, pour ceux qui ont eu de la 3080 Founders Edition, c'était clairement pas la carte la plus discrète du monde. Après le design Founders Edition, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve ça plutôt sobre et plutôt classe, j'ai jamais eu de problème avec ce design. C'est pas vraiment surprenant qu'Nvidia le réutilise, encore une fois, ils avaient passé beaucoup de temps à le développer sur la génération 3000. Ça faisait le taf dans les grandes lignes, pas de vraie raison de réinventer la roue ici. Un point sur la consommation, puisque c'était un des gros points qui a fait peur pendant de très nombreux mois à cause de certaines rumeurs. Donc Nvidia nous annonce 450 watts pour la 4090, 320 watts pour la 4080 16 Go et 285 watts pour la 4080 12 Go. Et c'est la conso pour les modèles Founders Edition. Pour les cartes des partenaires, ça sera pas forcément la même chose, donc il faudra faire quand même très attention.
particulièrement pour la 4090, puisque oui, on pourra aller bien plus haut que les 450 watts de base. Mais bon, au niveau de la conso, dans l'ensemble, c'est quand même bien moins délirant que ce que l'on avait entendu à un certain moment, avec certaines rumeurs qui nous annonçaient des 4090 à 800 watts de conso. Bon, c'est très clairement pas le cas ici. Après, on est d'accord, pour la 4090, même 450 watts de base, c'est énorme. C'est vraiment une carte qui consomme beaucoup. Pour la 4080 16Go à 320 watts de conso, c'est la même chose que la 3080 de base en 10Go en Founders Edition. Encore une fois, il n'y a rien qui va mal à ce niveau-là. Alors, c'est une consommation assez élevée également, mais c'est la même chose que la génération précédente. Et pour la 4080 12Go, 280 watts de conso, eh bien c'est relativement similaire à la 3070 Ti par exemple, donc il n'y a rien qui va mal. Nvidia recommande une alim de 850 watts minimum pour la 4090, 750 watts pour la 4080 et 700 watts pour la 4080 12Go. Alors après j'avoue, 850 watts pour une 4090, c'est peut-être un petit peu juste quand même dans l'ensemble. Concrètement, c'est le type de carte où je préférais avoir du 1000 watts pour dire d'avoir un petit peu plus de marge. D'autant plus que les cartes custom consommeront sûrement plus que les Founders Edition. Et si certains veulent faire un petit peu d'overclocking, des grands foufous, il faudra mieux avoir une grosse alim que du 850 watts. Ça risque d'être assez vite très juste. Au niveau du connecteur d'alim, alors c'est une question qui était revenue assez souvent même pendant le stream. Alors, vous n'avez pas forcément besoin absolument d'acheter une nouvelle alimentation pour utiliser les RTX 4000. Ça a été confirmé par Nvidia et pour tous les partenaires ce sera pareil, il y aura des adaptateurs fournis avec les nouveaux GPU. Et les adaptateurs en question, ce sera soit du 4x8 pins, 3x8 pins ou 2x8 pins selon les modèles de cartes. Et pour ceux qui n'ont pas eu de modèle Founders Edition de génération 3000, c'était déjà le cas, on avait déjà des adaptateurs fournis avec, puisqu'à l'époque Nvidia avait déjà commencé à mettre un nouveau connecteur plus petit, donc on n'avait pas eu de gros soucis majeurs, et on n'a pas forcément besoin de réinvestir dans une nouvelle alimentation. Après, encore une fois, la seule carte qui pourrait faire que vous ayez besoin d'une nouvelle alimentation, c'est la 4090. Par contre, pour tous ceux qui veulent partir sur une 4096 Go ou 12 Go, une alimentation de qualité de 750 watts ou de 800 watts, ça fera largement le taf. Sinon, au niveau des cartes elles-mêmes, eh bien, on aura 3 modèles de cartes différents. On aura la 4090 qui va sortir pour le 12 octobre, et on aura la 4096 Go et la 4080 12 Go au mois de novembre. Alors après, je sais pas si elles sortiront en même temps ou pas. La 4090 sera basée sur la puce AD102, la plus grosse puce qui sera disponible sur cette génération 4000. La 4096 Go, ce sera le AD103, et la 4080 12 Go, ce sera le AD104. Les 3 cartes sont basées sur la nouvelle architecture Lovelace qui est maintenant fabriquée chez TSMC sur le process de fabrication 4N, là où la génération précédente on était sur le 8 nanomètres Samsung, et il y a un vrai gap au niveau de la finesse de gravure entre le process de chez Samsung et le 4N de chez TSMC, qui est une légère évolution du 5 nanomètres, qui est une des meilleures finesses de gravure possibles à l'heure actuelle. Et ce procédé de fabrication, eh bien, ça permet à la fois à l'AD102 d'être une puce légèrement plus petite que le GA102, tout en passant de 28,3 milliards de transistors à 76,3 milliards de transistors pour la 4090, ce qui en fait une puce avec une densité assez incroyable. Pour dire, c'est même plus dense que les cartes professionnelles Hopper de chez Nvidia qui sont sur le même process de fabrication. Donc la puce qui équipe la 4090, elle est tout simplement monstrueuse. Et donc cette 4090 aura 128 shader modules, 16 384 CUDA-Core, ce qui n'est pas la configuration maximale possible sur l'AD102, ce qui laisse à Nvidia la possibilité de faire une puce plus puissante par la suite. Au niveau de la fréquence, on a aussi un gros gain par rapport à la génération précédente. Ici, on pourra aller jusqu'à 2520 MHz en boost sur la 4090 Founders Edition. Après, Jensen a aussi précisé qu'en labo, ils avaient réussi à atteindre 3 GHz sur la puce. Donc, on aurait peut-être une marge d'overclocking possible sur les modèles custom ou peut-être même sur la Founders Edition aussi. Et à titre de comparaison, pour la 3090, on tournait aux alentours des 1700 MHz.
Donc c'est quand même une belle augmentation au niveau de la fréquence d'une génération à l'autre. Par contre, en ce qui concerne l'interface mémoire, on reste toujours sur 24 Go de RAM en GDDR6X, sur un bus mémoire 384 bits. Là-dessus, il n'y a pas de gros changements, hein. C'est la même configuration que sur la 3090 Ti. Pour la 4096 Go, on sera sur du AD103 qui n'est pas complet non plus. Donc encore une fois, un modèle de 4080 plus puissant pourrait sortir soit sur l'AD103 complet, ou même possiblement aussi sur du AD102 pour une future 4080 Ti possible. Puisque très clairement, il y a vraiment de la marge, puisqu'il y a vraiment une grosse différence entre la 4090 et la 4096 Go. Puisqu'on passe de 128 SM à 76 SM, et on passe donc de 16384 à 9728 Q d'accord, ce qui fait quand même une coupe d'environ 40% des unités, ce qui est bien plus que l'écart entre la 3080 et la 3090, puisqu'à l'époque on était environ à 20% de moins au niveau des unités de calcul. On a aussi une grosse coupe au niveau de la bande passante, puisque nos 16 Go de GDDR6X sont sur un bus 256 bits, et même si c'est de la RAM légèrement plus rapide que sur la 4090, eh bien ça ne compense pas tout, puisqu'on perd encore une fois tout de même pas loin de 30% de bande passante par rapport à la 4090. Et encore une fois, entre la 3080 et la 3090, on était à environ seulement 20% de moins au niveau de la bande passante. Au niveau de la fréquence, par contre, ça reste relativement similaire à ce qu'on a avec la 4090, puisqu'ici, on devrait avoir 2505 MHz en boost. Donc bon, rien qu'à la vue des specs, comme ça, à la louche, la différence entre la 4090 et la 4080, on ne doit pas être loin du 20-30% de performance en moins, ce qui est quand même conséquent. Pour rappel, encore une fois, la différence entre la 3090 et la 3080, on tournait plus aux alentours des 10 voire 15% grand maximum. Et enfin on a la carte qui fait couler beaucoup d'encre, la 4080 12 Go, et là perso moi aussi j'ai un problème avec celle-ci, c'est tout simplement principalement au niveau de son nom. Puisque bon, je l'ai déjà vu en ligne actuellement, c'est quand même un nom qui peut porter à confusion, et très clairement, cette 4080 12 Go, c'est pas juste simplement une 4080 avec 4 Go de RAM en moins par rapport au modèle 16 Go. Puisque bon, la différence entre les deux cartes est assez importante là encore une fois, puisqu'on passe de 76 SM à 60 SM, et donc on passe de 9728 Q d'accord à 7680, soit une baisse d'environ 20%. Pour la RAM, c'est pareil, on passe donc à 12 Go de GDDR6X sur un bus mémoire 192 bits, et notre bande passante baisse d'un coup d'environ 30%. Ce qui, à la louche, encore une fois, devrait nous donner une carte 15 à 20% moins performante par rapport à la 4080 16 Go. Et c'est pas les 100 MHz de plus de la 4080 12 Go qui vont vraiment aider à compenser ce déficit au niveau des unités de calcul. Dans l'ensemble, c'est vraiment une carte complètement différente de la 4080 16 Go. Donc bon, très clairement, je pense que d'avoir appelé cette carte 4080 12 Go alors que c'est une carte complètement différente de la 4080 16 Go, c'est un petit peu limite, et c'est pourtant pas les options de nom qui manquaient. Alors après, je sais, ce type de carte, ce type de puce, traditionnellement c'était utilisé sur la gamme d'en dessous, la gamme 70. Alors après, c'est pas la première fois non plus que la gamme 80 se retrouve sur une carte estampillée 104. Par exemple sur les RTX 2000, la 2080 c'était du TU 104, et la 2070 à sa sortie, par exemple le premier modèle était sur le TU 106. Ce qui veut dire que possiblement à sa sortie la 4070, ça pourrait être sur le AD106 lui aussi. Alors c'est un sujet qui avait été aussi abordé à plusieurs reprises hier avec Nvidia, et apparemment pour eux la 4080 12 Go, ce serait le modèle de 4080 de base, et la 4080 16 Go, pour eux ce serait le modèle premium de la 4080. Bon alors évidemment ça c'est du marketing. Nvidia a aussi indiqué qu'ils feraient tout ce qu'ils peuvent pour vraiment montrer qu'il y a une vraie différence entre les deux modèles de 4080, mais je pense qu'il aurait été vraiment plus simple de juste choisir un nom différent pour les deux cartes. Après bien évidemment, vous vous en doutez, l'intérêt de nommer cette carte-là 4080, c'est surtout pour demander un prix plus élevé que s'il l'avait appelé 4070 Ti, puisqu'il n'aurait pas pu demander
un prix aussi élevé s'il l'avait mise dans la gamme 70. Déjà là, ça a beaucoup de mal à passer. S'il l'avait appelé 4070 ou 4070 Ti, il y aurait eu une levée de bouclier encore pire. Mais bon, j'ai envie de dire, au final, le résultat est relativement le même. La plupart des utilisateurs qui sont au courant et qui s'intéressent sur le sujet ont bien vu ce qui était en train de se passer. Alors après, Nvidia, ils découpent leur gamme comme ils veulent, là-dessus, de toute façon, on peut rien faire, c'est eux qui décident. S'ils décident d'organiser leur gamme de cette façon-là, c'est eux que ça regarde. Mais concrètement, je trouve que ça aurait été plus simple de mettre un nom, de marquer une différence plus importante entre les deux modèles de 4080 que juste avec la quantité de RAM, puisqu'au final, c'est vraiment différent que juste la quantité de RAM, justement. Puisqu'encore une fois, si on prend l'exemple de la 3080, entre la 3090 Go et la 3080 12 Go, alors certes, on avait 2 Go de RAM en plus, mais au niveau des performances, ça tournait plus aux alentours des 5% de plus, pas des 15-20% que l'on aura ici. Et même si on prend l'exemple un petit peu plus ancien de la 1060 3 Go et 6 Go, alors certes, à l'époque, on avait un écart d'environ 10%, après le prix n'était pas du tout le même non plus, mais bon, 10% d'écart entre les deux, c'est quand même beaucoup moins important que 15-20%, surtout sur du haut de gamme. Et justement, on va passer au point qui fâche, et qui a quand même pas mal fâché, et bien c'est le tarif de ces nouveaux GPU. Et il y a un détail important, que ce soit les prix US ou les prix européens, c'est que les prix qui ont été annoncés, ce sont les prix des cartes en Founders Edition. Et c'est quand même important de le préciser, puisque même si sur la génération 3000, les Founders Edition, ça a été les cartes les moins coûteuses, normalement, les partenaires ont la capacité de fournir des cartes moins coûteuses que les Founders Edition. C'était le cas sur les générations 1000 et 2000, et on m'a confirmé que oui, on pourrait avoir des cartes significativement moins coûteuses que les Founders Edition sur cette génération 4000. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prix significativement moins élevé ? J'en sais rien, on verra si ça se vérifie ou pas, mais bon, si prix moins cher il y a, ce sera très certainement pas au lancement de toute façon. Et donc on va commencer d'abord avec les prix en dollars et on verra après les prix en euros, parce qu'il y a quand même quelques trucs importants à préciser là aussi. Donc aux États-Unis, la 4090 a été annoncée à 1600$, la 4080 16 Go à 1200$ et la 4080 12 Go à 900$. Entre la 3090 et la 4090, on a une augmentation de 100$ d'une génération à l'autre. Alors ça reste très très cher, on est d'accord. La 3090, c'était déjà une carte que je qualifierais hors de prix. La 4090, c'est encore pire du coup. Mais malgré tout, ça reste un tarif moins élevé que ce que l'on pensait avoir, puisque personnellement, j'aurais pas été surpris qu'elle coûte le même tarif que la 3090 Ti à son lancement. Donc une augmentation de 100$ sur la 4090 par rapport à la 3090, alors c'est cher, mais au final, c'est pas non plus absolument délirant. Par contre, la 4080 16 Go, on passe effectivement de 700$ à 1200$, soit une augmentation de 500$ d'une génération à l'autre, ce qui est tout simplement énorme, surtout quand on sait que l'écart entre la 4090 et la 4080 16 Go est assez conséquent, et beaucoup plus important qu'entre la 3080 et la 3090. Et enfin la 4080 12 Go qui elle aussi est 200$ au-dessus de la 3080 à sa sortie, et si on prend en compte que c'est normalement une carte qui aurait dû être une 4070 Ti ou pas, c'est une augmentation de 300$, ce qui là aussi encore une fois est assez conséquent. Ce qui fait bien qu'aux États-Unis, on a une situation assez étrange au final où la 4090 semble au final être la seule carte qui fait vraiment sens à son tarif annoncé. Les deux 4080 paraissent quand même très très chers vu ce qu'elle propose par rapport à la carte au-dessus. Après, c'est peut-être voulu aussi. Maintenant, pour l'Europe, alors là, c'est encore pire, puisque non seulement on a une augmentation de génération en génération, tout comme les prix américains, mais en plus, l'euro s'est tout simplement effondré depuis 2 ans, ce qui fait que d'une génération à l'autre, on se mange une double hausse de tarifs, ce qui accentue encore plus le problème. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une 4090 qui va débarquer en Founders Edition à 1949€ chez nous, là où la 3090 c'était 1549€ à sa sortie. La 4080 16 Go elle est à 1469€, là où la 3080 c'était 719€, et la 4080 12 Go c'est 1099€,
là où la 3070 Ti c'était 619, ou encore une fois, hein, si on la compare à la 3080 de base, ça fait aussi encore une fois une augmentation assez conséquente. Ce qui fait qu'au final, eh bien, pour l'instant, en Europe, hein, on n'a aucune de ces nouvelles cartes qui va coûter moins de 1000 €, ce qui est assez horrible, hein, et le ticket d'entrée est vraiment très élevé, et trop élevé ici par rapport à la génération précédente. Alors pourquoi une telle augmentation de prix sur ces nouveaux modèles? Eh bien déjà, il y a une histoire de coût de production, hein. Le 4N de chez TSMC est beaucoup plus coûteux que le 8 nanomètres de chez Samsung. Et au niveau des rumeurs, hein, on entend dire que ça coûterait plus de 50% plus cher que les anciens process de fabrication, donc c'est vraiment des coûts très élevés. Sans compter que ça vous aura pas échappé non plus, hein, les cartes sont assez énormes, que ce soit au niveau des radiateurs, des systèmes de refroidissement, les étages d'alim, c'est vraiment des cartes qui coûtent plus cher à produire qu'auparavant, et tout ça, ça a aussi un coût, et fatalement ça se retrouve répercuté sur le tarif final. Mais bon, ça c'est qu'une partie de l'équation, bien évidemment. Il y a aussi un gros élément à prendre en compte, et bien c'est qu'il reste énormément de RTX 3000 à liquider pour le moment. Et du coup, c'est pas spécialement étonnant d'avoir vu Nvidia, au moment de présenter la gamme RTX, eh bien de mettre aussi en avant les RTX 3000 derrière, qui restent bien présentes. Et quelque part, hein, Nvidia se fait concurrence à lui-même avec les vieilles cartes d'un côté et les nouvelles de l'autre, hein, ce qui fait que oui, positionner la nouvelle gamme au-dessus de l'ancienne au niveau tarifaire, le temps d'écouler les anciens modèles, alors ça a du sens d'un point de vue économique pour l'entreprise, et il faut bien régler le problème de stock trop important, tout en essayant de ne pas perdre trop d'argent par la même occasion, tout en profitant, je dirais, de l'effet de nouveauté pour vendre les nouveaux modèles à un tarif le plus élevé possible. Pour le consommateur, c'est beaucoup moins sympathique, et pour l'image, hein, je pense qu'Nvidia ici a quand même pris un petit coup juste après l'annonce de ces nouvelles cartes, ça a déçu pas mal de monde. Mais bon, très clairement, hein, Nvidia est coincé dans la situation, ils ont vraiment un gros stock d'RTX 3000 à liquider, et c'est plus ou moins, encore une fois, similaire à ce qu'on avait connu avec les RTX 2000, où il est resté aussi, là encore une fois, un gros stock de GTX 1000 qui avait été, encore une fois, fabriqué en masse lors du dernier gros boom des cryptos de l'époque. C'est juste qu'il avait été bien moins important que ce qu'on a connu ici, hein. Donc là, c'est vraiment pas les mêmes proportions que la dernière fois non plus. Après, il faut pas oublier non plus qu'il est toujours plus facile de mettre un prix très élevé à la base et de le descendre plus ou moins rapidement par la suite, que de mettre un prix très bas d'entrée et d'être coincé avec, entre guillemets. Et je pense qu'il est plutôt clair, hein, que si les ventes de RTX 4000 ne sont pas bonnes, eh bien les prix descendront fort logiquement assez rapidement par la suite. Mais c'est vrai que quand on regarde les tarifs à l'heure actuelle, on a limite l'impression, hein, que les 4080 sont là pour décourager les acheteurs, là où la 4090 paraît même être un meilleur deal que les deux autres, ce qui est assez incroyable au final. Après, de ce qu'a expliqué Nvidia et de Jensen lui-même hier, hein, ce qu'ils vont mettre en avant principalement ici pour ce lancement, eh bien c'est surtout les performances par rapport à un certain tarif. Et ce qu'ils veulent mettre en avant, eh bien c'est que oui, à tarif équivalent, la génération 4000 propose de plus hautes performances que la génération précédente. Et l'exemple type qui est utilisé, hein, c'est par exemple, oui, la 4080 12 Go, elle offre des performances proches de la 3090 Ti, tout en coûtant moins cher et en consommant moins d'énergie. Alors après, je sais que c'est pas forcément un argument qui fera mouche auprès des utilisateurs, mais bon, c'est l'idée pour l'instant. Précision importante aussi, au niveau de la gamme telle qu'elle nous a été présentée par Nvidia, on va assister à une disparition progressive des modèles les moins compétitifs face au RTX 4000. Donc tout ce qui est au-dessus de la 3090 Go, eh bien c'est amené à disparaître plus ou moins rapidement, et on risque aussi d'assister à un écoulement de stock de tout ce qui est 3090 Ti, 3090, 3080 Ti et les 3092 Go. Ce qui fait qu'on pourrait avoir certains prix plutôt intéressants, hein, s'il y a du déstockage. Ça reste à voir, hein, bien évidemment. Mais de ce que j'ai entendu dire, on pourrait avoir quelques belles promos sur certains modèles. Sinon, on a aussi eu un aperçu des performances potentielles des différentes cartes. Alors évidemment, ce sont des benches made in Nvidia, donc c'est à prendre avec des pincettes, d'autant plus que les chiffres sont souvent plutôt flous. Et les benches en question sont très souvent basés sur des résultats avec DLSS 3 ou 2, selon les modèles,
ce qui rend la comparaison parfois un petit peu compliquée. Et si on regarde les scores fournis par Nvidia avec les seuls titres où il n'y a pas de ray tracing ou de DLSS, eh bien on a une belle augmentation de performance pour la 4090, puisque sur les 3 jeux en question ça tourne entre 50 et 70% de perf en plus par rapport à la 3090 Ti. Alors certes, on n'est pas au x2 de performance en rasterisation comme on avait entendu dire. Personnellement, j'ai toujours pensé qu'on serait plus aux alentours des 60-70%, voire 80% dans le meilleur des cas, ce qui est peut-être possible avec un overclocking de la 4090. Pour la 4096 Go, comme prévu, les perfs sont quand même un bon cran en dessous de la 4090, puisque ça tourne plus aux alentours des 20-30% de perfs en plus par rapport à la 3090 Ti, ce qui reste une carte quand même très performante. Et pour la 4092 Go, eh bien en rasterisation, on voit que celle-ci est plus ou moins au niveau de la 3090 Ti, ça dépend des jeux. Parfois elle est au même niveau, parfois elle est légèrement en dessous, et il y aura très probablement des jeux où elle sera un petit cran au-dessus. Et par rapport à la 3090 Ti, elle ne se démarque vraiment qu'une fois que l'on active le DLSS 3, bien évidemment. À ce niveau-là, la 3090 Ti ne peut plus lutter. Donc bref, pour avoir une idée plus concrète des performances de ces nouvelles RTX, bien évidemment, il faudra attendre les tests le jour de la sortie pour voir un petit peu ce que ça donne. Sinon, Nvidia a aussi annoncé autre chose qui est un petit peu à part et qui n'est pas forcément lié à 100% au RTX 4000, mais qui m'a paru plutôt intéressant, c'est le Nvidia Remix, qui est un outil qui va être proposé par Nvidia, qui est basé sur l'Omniverse d'Nvidia, et c'est ce qui a permis par exemple de proposer Portal RTX, qui est un mode de Portal qui permet du coup de faire une sorte de remaster du Portal de base avec le ray tracing. Et c'est un petit peu là l'idée de ce Nvidia Remix, et bien c'est que c'est une série d'outils qui permettent aux modeurs PC de travailler plus facilement et aussi de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant de façon beaucoup plus simple. Ça permet de faire de l'upscaling des textures, ça permet de retravailler les éclairages, d'intégrer le ray tracing sur des jeux quand même assez anciens. Une des limites de ce Nvidia Remix, c'est que c'est pour l'instant limité aux jeux DirectX 8 ou DirectX 9, mais ça ne va pas sur des jeux plus anciens que ça pour le moment. Mais bon, de ce qu'ils ont montré dans les différentes présentations, ça a l'air vraiment quand même plutôt cool, et ça semble plutôt pas mal marcher. L'exemple qui a été utilisé sur Elder Scrolls Morrowind, il est plutôt impressionnant quand même, et vraiment si ça marche bien et que ça permet aux modeurs d'avoir accès à ce type d'outils et de proposer des modes beaucoup plus facilement qu'auparavant, et ça pourrait donner vraiment un coup de jeune à des jeux assez anciens et de les transformer vraiment en quelque chose de beaucoup plus moderne, puisque bon, il y a énormément d'anciens jeux qui ont certes pris un coup de vieux du côté technique, mais qui restent d'excellents jeux malgré tout. Donc personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative et j'espère vraiment qu'on va voir de belles choses arriver grâce à cet outil. Après, on verra bien s'il devient populaire ou pas. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, et que penser de tout ça au final ? Alors côté technique, on a quand même des nouvelles cartes très puissantes, un gros gain de performance d'une génération à l'autre. C'est quand même compliqué de faire un gap générationnel aussi important, et là c'est le cas quand même. On a aussi tout un tas de nouvelles features hyper intéressantes, des nouvelles technos qui pourraient changer quand même pas mal de choses et qui pourraient vraiment apporter un gros gain de performance sur les nouvelles cartes. Après, le gros problème dans l'histoire, pour l'instant, très clairement, c'est le tarif. Et ce qui est un petit peu bizarre dans l'histoire, c'est que la seule carte pour moi qui tire vraiment son épingle du jeu dans l'histoire, pour l'instant, c'est la 4090. Et encore, la 4090, ok, mais pas pour tout le monde, pour un certain public. Par exemple, pour les créateurs 3D, si c'est votre gagne-pain, évidemment, la 4090, ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Du coup, ça paraît plutôt logique de la rentabiliser. Il y a tout intérêt à faire un upgrade vers ce type de matos. Après, pour les joueurs, c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout du côté du performance-prix. C'est clair que les cartes qui ont été proposées pour l'instant, surtout en Europe, c'est quand même hyper compliqué. Puisque bon, pour les joueurs purs, en dehors des gros fans de VR qui ont vraiment besoin de cartes très puissantes pour jouer en VR dans les meilleures conditions possibles, ou pour les joueurs fortunés qui n'ont pas vraiment de contraintes budgétaires, mettre 1000, 1500 ou 2000 euros dans un GPU, c'est très clairement pas à la portée de tout le monde. Et personnellement, je peux pas me le permettre non plus. Après, encore une fois, on nous met pas le couteau sous la gorge non plus, on n'est pas obligé d'acheter une RTX 4000 à sa sortie
Les prix vont certainement baisser par la suite. Par contre, si on doit se faire un PC à l'heure actuelle ou dans les semaines qui viennent, eh bien on aura par contre très certainement des prix plutôt intéressants sur les gammes actuelles qui restent tout à fait compétitives, hein. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qu'on peut jeter les RTX 3000 ou les RX 6000 à la poubelle, ça reste de l'excellent matos. Et pour jouer en 1080p, 1440p et même en 4K 60 fps, ça reste largement suffisant dans les grandes lignes. Et le fait que cette nouvelle génération arrive, eh bien ça va aussi mettre de la pression sur les cartes haut de gamme de la génération précédente. Et si on trouve encore de la 3090 Go à un tarif plus serré qu'auparavant, et si en plus de ça le marché de l'occasion est beaucoup plus fort qu'il ne l'était à une certaine époque, on devrait trouver des deals plutôt intéressants pour des cartes pas trop chères sur tous les segments, pour 800 €, 500 €, 300 € ou moins, même si sur le bas de gamme ça devrait pas changer énormément pour l'instant. Et c'est vrai que depuis 2-3 jours, hein, on voit, bon pour l'instant ça concerne principalement les Radeon, mais les prix quand même commencent à baisser assez rapidement, même en neuf. Alors après le reste de la gamme, RTX 4000 arrivera très certainement plus tard, et très probablement une fois que le stock des RTX 3000 sera bien entamé, aura bien diminué. À mon avis, hein, Nvidia va attendre gentiment que tout ça se tasse pour arriver avec des cartes un petit peu plus intéressantes. Donc les 4070, 4060 et compagnie, ben c'est pas pour tout de suite. Mais bon, c'est vrai que là on assiste à une sorte de numéro d'équilibriste, hein, de la part d'Nvidia qui tente d'écouler son stock de vieilles cartes tout en sortant une nouvelle génération. Et c'est vrai que pour l'instant, au milieu de tout ça, ben, on a surtout pas mal d'acheteurs quand même assez frustrés. Et c'est vrai qu'au final, ben, ça laisse possiblement une brèche, hein, pour AMD qui pourrait s'engouffrer dans celle-ci en proposant des produits concurrentiels mais moins coûteux également. Après, à voir si AMD en a l'envie ou pas, hein, il n'y a rien de sûr à ce niveau-là, puisque l'AMD actuelle a plutôt tendance à se caler juste derrière les tarifs d'Nvidia, là où sur ce début de génération, il pourrait s'offrir un capital sympathie assez important, hein, vu le mécontentement ambiant autour des RTX 4000, principalement pour leurs tarifs. Donc on verra bien comment ça évolue à ce niveau-là également, hein, puisqu'AMD a indiqué que RDNA 3 sortait pour le 3 novembre, donc il y a tout à parier qu'AMD communique assez rapidement sur ces nouveaux GPU également, et je ne serais pas vraiment surpris qu'on ait une communication de la part d'AMD juste avant la sortie des 4090 par exemple. Enfin bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces RTX 4000, alors je sais c'est une vidéo assez longue, bon il y avait quand même pas mal de choses à voir, hein, je pense, et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!